Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer une période absolument charnière de l'Antiquité. Imaginez un peu, deux civilisations que tout oppose, des coutumes, des dieux, des modes de vie radicalement différents qui se rentrent dedans violemment pour finalement fusionner et créer une société complètement nouvelle. C'est quand même fascinant de voir comment cette Gaule, à l'origine un puzzle de tribus celtes, s'est transformée en une province romaine ultra florissante. Du coup, ça soulève une question presque comique. Comment de féroces guerriers celtes, réputés pour leur tempérament explosif, ont-ils fini par se prélasser tranquillement dans des bains publics romains? On a souvent en tête cette idée que l'histoire c'est juste une bataille, un gagnant, un perdant, et paf, le gagnant efface tout le reste. Sauf que là, pas du tout. Les sources nous montrent une véritable métamorphose culturelle, un brassage incroyable, et c'est exactement ce voyage qu'on va retracer ensemble au fil de cette exploration. Bon, pour bien situer les choses, posons quelques repères chronologiques. Faisons un petit saut dans le temps. Vers 600 avant Jésus-Christ, on a d'abord des marins grecs qui débarquent et fondent ce qui deviendra Marseille, apportant avec eux une culture déjà très riche. Ensuite, autour de 450 avant notre ère, de grandes migrations amènent les Celtes depuis l'Europe centrale. Ils s'installent en masse, se mélangent aux locaux et deviennent la majorité. Ça dure des siècles, jusqu'à ce que l'ombre de Rome commence à s'étendre. Dès 125 avant Jésus-Christ, les Romains grignotent le sud-est pour sécuriser leur route vers l'Espagne. Et le point de rupture ultime, celui que tout le monde connaît, c'est 52 avant Jésus-Christ avec la fameuse bataille d'Alésia. Mais attendez, qui étaient-ils vraiment, ces fameux Gaulois que Rome voulait absolument soumettre? Oubliez tout de suite le cliché de la tribu désorganisée perdue dans la forêt. Ce qu'on appelle les Gaulois, en fait les peuples celtes installés sur notre territoire actuel, formaient un monde hyper structuré. On parle de plus de 60 peuples différents, les Éduins, les Arvernes. Bon, c'est vrai qu'ils se chamaillaient parfois entre eux, mais ils constituaient une vraie civilisation. Ils partageaient les mêmes croyances, le même style de vie dans leurs fermes et leurs oppidums, et surtout une hiérarchie sociale stricte, limite rigide. Si on regarde sous le capot de cette société, on voit que le pouvoir et la richesse dictaient absolument tout. Tout en haut de la pyramide, et c'est ça qui est fascinant, on ne trouve pas toujours le roi, mais les druides. Ces gars-là étaient les prêtres, les savants, ceux qui lisaient l'avenir. Leur influence était telle qu'un mot d'un druide pesait parfois bien plus lourd que l'ordre du chef lui-même. Ensuite, bien sûr, vous aviez le roi et cette noblesse de guerriers et de riches propriétaires. Et pour faire tourner la machine, les hommes libres, c'est-à-dire les artisans et les paysans qui bossaient dur, et enfin, tout en bas de l'échelle, les esclaves. Et il faut vraiment insister sur un point crucial. Ces Gaulois étaient des travailleurs acharnés et franchement de brillants ingénieurs. Ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature, chassaient, pêchaient, mais ils savaient surtout l'exploiter avec brio. Leurs artisans, forgerons, charpentiers, potiers étaient des stars dans leur domaine. C'est à eux par exemple qu'on doit l'invention pure et simple du tonneau en bois. Une vraie révolution pour le transport de l'époque, sans parler de leurs outils en métal comme la hache ou la serpe qu'ils ont perfectionnés à un niveau redoutable. Bref, ils maîtrisaient leur environnement d'une main de maître. Et c'est justement ce savoir-faire et cette fierté qui rendent le choc de 58 avant Jésus-Christ si dramatique. Visuellement, le contraste entre les deux mondes est juste dingue. D'un côté, vous avez le guerrier celte, pur produit de ses traditions, qui se bat souvent avec un grand bouclier, une lance et des vêtements aux motifs hyper complexes. De l'autre, la redoutable machine de guerre romaine. Armement standardisé, armure de plaques articulées, discipline implacable. C'est le début de la fameuse guerre des Gaules, déclenchée quand Jules César, flairant le bon filon, décide de profiter des divisions entre tribus gauloises pour lancer une conquête totale du territoire. Le choc a été monumental. Face au danger, les peuples gaulois ont un sursaut et finissent par s'unir derrière un chef arverne, Vercingétorix. Et il n'y va pas de main morte. Connaissant très bien l'armée romaine, il choisit carrément la technique de la terre brûlée. En gros, on détruit ses propres champs et réserves pour affamer les légions de César. Ça marche un temps, notamment avec un beau succès à Gergovie, mais l'étau finit par se resserrer. En 52 avant notre ère, c'est le coup de grâce. Malgré une résistance acharnée, la bataille d'Alésia est perdue, Vercingétorix est capturé, et l'année suivante, la Gaule perd définitivement son indépendance pour devenir un territoire romain. C'est là, précisément là, que l'histoire prend un virage inattendu. Parce que Rome ne s'est pas contentée de tout raser pour imposer sa loi par la force brute. Non. Ils ont enclenché ce qu'on appelle la romanisation. C'est un concept crucial. En clair, la romanisation, c'est le processus par lequel un peuple conquis adopte petit à petit le mode de vie, l'administration et la culture de son vainqueur. Rome a découpé la Gaule en provinces bien nettes, avec une idée en tête, pas seulement contrôler, mais assimiler, intégrer les populations locales dans le grand empire pour n'en faire qu'un seul bloc. Sur le terrain, c'est un relooking extrême. Le paysage gaulois se transforme à vue d'œil. Les Romains commencent par tracer leur fameuse route pavée, au départ pour bouger leurs soldats, mais ça booste très vite le commerce. Les villes poussent et se modernisent avec des forums, des aqueducs, des amphithéâtres et bien sûr les fameux thermes. Et devinez quoi? Les Gaulois adorent ce nouveau confort.
Même l'éducation change radicalement. Fini l'enseignement oral avec les druides, les enfants gaulois de 7 à 11 ans se retrouvent avec des professeurs romains pour apprendre à lire et écrire en latin. C'est un basculement total où les élites locales plongent tête la première dans ce nouvel art de vivre. Mais attention, erreur classique. On pourrait croire que l'héritage celte a été purement et simplement effacé. Absolument pas. Le vrai secret de cette époque tient en un mot, le syncrétisme. Retenez bien ça, le syncrétisme c'est la fusion, le mash-up entre deux cultures pour en créer une troisième, complètement inédite. Les Gaulois, qui étaient polythéistes et très attachés à la nature, ne vont pas jeter leurs croyances à la poubelle du jour au lendemain. Ils vont littéralement entrelacer leurs dieux avec ceux des Romains. Les divinités celtiques intègrent le panthéon romain et inversement. Et boum, une nouvelle civilisation florissante est née, la civilisation gallo-romaine. D'ailleurs, cet échange s'est fait dans les deux sens de façon éclatante. On a souvent l'image de Rome qui vient civiliser la Gaule, mais le grand empire romain a aussi pompé d'excellentes idées aux Celtes. Alors oui, les Romains ont amené la brique, le mortier, de nouvelles cultures comme le vin et l'huile d'olive, ainsi que la toge, très bien. Mais de leur côté, ils se sont empressés d'adopter l'expertise des Celtes, leurs techniques de construction en bois ingénieuses, leurs outils agricoles ultra performants, leur maîtrise de la métallurgie et même le manteau à capuche. Hyper pratique pour le climat, les Romains l'ont adopté direct. Rome savait intégrer les bonnes idées, peu importe d'où elles venaient. Et ce métissage profond, il est même gravé dans la langue que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est fou quand on y pense. Bien sûr, le latin est devenu la langue principale, celle de l'administration et de l'école. Mais le gaulois a fait de la résistance. Les Romains ont tout simplement emprunté les mots celtes pour désigner les inventions locales qu'ils ramenaient chez eux. Par exemple, le mot celte carrosse a été absorbé et a donné notre mot char. Braca, pour désigner le pantalon gaulois, a donné les braies. Et barica, bah oui, ça a évolué vers notre fameuse barrique, le tonneau. Notre vocabulaire est un véritable musée vivant de ce brassage. Pour rendre ce brassage culturel tout à fait concret, prenons une trace magnifique du passé découverte dans la région de Vienne. C'est une mosaïque incroyable datant du début du IIIe siècle, représentant l'allégorie de l'hiver. Au premier coup d'œil, on se dit « Ok, c'est une œuvre romaine classique ». La technique même de la mosaïque, c'est une importation pure et dure d'Italie pour décorer les riches demeures patriciennes. Mais si on y regarde d'un peu plus près, c'est là que ça devient vraiment croustillant. Quand on décrypte un peu l'image, on s'aperçoit que les artisans locaux y ont glissé toute leur identité originelle. Le support est gréco-romain, d'accord. Mais regardez le personnage central. Cette femme ne porte pas une petite toge légère, elle est emmitouflée dans un cuculus, ce fameux grand manteau à capuche typiquement gaulois, pensé pour affronter les rudes hivers. Et le meilleur pour la fin, elle est assise sur un sanglier. Pour un Celte, le sanglier, c'est pas juste du gibier, c'est un animal éminemment sacré, le symbole des druides et du grand dieu Lugh. On a ici la preuve visuelle absolue de l'art provincial gallo-romain, une synthèse parfaite de deux mondes. Ce qui nous amène à une réflexion finale fascinante. Toute cette histoire de la Gaule et de sa conquête, ce n'est pas qu'un lointain chapitre de manuel scolaire. C'est la matrice d'une immense fusion culturelle qui résonne encore aujourd'hui. En observant votre quotidien, posez-vous la question – combien d'outils, de mots courants ou de petites habitudes proviennent encore secrètement de ce creuset antique? La prochaine fois que vous croiserez un tonneau en bois ou que le mot char sera prononcé, dites-vous bien que l'héritage d'un peuple celte, pourtant conquis militairement, a su imprégner à tout jamais la culture de ses vainqueurs. C'est ça la vraie beauté de l'histoire. À très vite pour une nouvelle exploration historique.